Tests antigéniques. Alors, les tests antigéniques, quelques chiffres aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir après, après 2 mois ou une année. Et aujourd'hui, il y a 10 000 pharmaciens qui font des tests antigéniques. 10 000 pharmaciens. Ça veut dire que, voilà, ce qu'on avait dit, qu'on était capable de relever ce défi, de se former au geste du prélèvement nasopharyngé et réussi. On a réalisé plus de 3,1 millions de tests depuis le début. Et 80% des tests réalisés en ville sont faits par des pharmaciens. Donc, quand on voit cette organisation, cette capacité de réactivité, cette qualité dans ce que nous faisons, eh bien, je crois que c'était la meilleure preuve pour montrer que ce réseau est efficace et capable de relever des défis qui n'étaient pas gagnés d'avance. Et heureusement qu'on a ces tests antigéniques, parce qu'on voit bien qu'avec ce qui se passe et la flambée de janvier, avec la circulation du virus qui augmente, eh bien, je peux vous dire que les tests antigéniques font partie des outils qui nous permettent eh bien, de casser les chaînes de contamination le plus rapidement possible. Je peux dire que ça monte. Le nombre de positifs est en train de grimper et les tests antigéniques sont fiables. Sur la prime d'engagement, vous savez qu'on avait une prime, on avait prévu une prime de 300 € d'engagement pour les pharmaciennes qui démarraient, et c'était une prime pour démarrer vite. Donc cette prime sera versée certainement en février, au plus tard début mars, le temps de comptabiliser les critères pour verser cette prime, qui sera versée. Il y avait 2 critères. Le premier critère, c'est de faire suffisamment de tests. On a dit que si un pharmacien avait fait au moins 25 tests avant le 31 décembre, cumulé, novembre-décembre, il aurait droit à cette prime. Et ensuite, il y avait un second critère qui était aussi de fournir des tests aux autres professionnels de santé. Ce critère, justement, à la demande de Pierre, qui avait été alerté par un certain nombre de pharmaciens, on s'est aperçu que les pharmaciens avaient un environnement médical et infirmier qui ne souhaitaient pas faire des tests antigéniques. Et donc, ils allaient être pénalisés, pas parce qu'ils ne voulaient pas en donner, mais parce qu'ils n'avaient pas de professionnels à proximité qui en voulaient parce qu'ils ne voulaient pas en faire. Donc, c'était quand même un petit peu vache d'être pénalisé à cause de ça. Donc, Pierre Oliverio a demandé au directeur d'enlever ce critère et il a accepté. Donc le seul critère aujourd'hui pour toucher 300 €, c'est d'avoir fait au moins 25 tests avant le 31 décembre. Donc l'assurance maladie va compiler tous les tests, y compris tous ceux qui ont été faits à la MSA et aux autres régimes. Donc il faut attendre que tout ça soit compilé pour être versé. Il y a à peu près 6200 officines qui remplissent les critères à aujourd'hui, mais ça va peut-être un petit peu augmenter avec les retours des autres régions. Le tarif, vous le connaissez, hein, si le test est à 7,49 € TTC, il n'y a pas de TVA. Et quand vous mettez à disposition des tests aux autres professionnels de santé, il faut bien sûr renseigner le professionnel de santé qui est concerné. Le numéro fictif a disparu. Et pour information, vous savez qu'il y a eu quelques dérapages avec des démarchages de professionnels de santé loin de l'officine pour proposer des tests dits gratuits et forcer la main avec des quantités importantes. Les enquêtes sont en cours. Plusieurs services sont en train de finir ces enquêtes, tellement que les sanctions tomberont. Et bien sûr, voilà, il y a eu pas très nombreux, mais quelques abus qui nous ont énormément. Il y a des sanctions qui seront légitimes. On ne profite pas de certaines situations, surtout quand on est dans une crise comme la crise Covid. Pour les tests, donc vous savez que les tests sont en train d'être réévalués sur la liste du ministère. Si vous allez chercher sur cette liste, aujourd'hui, vous avez des tests qui sont validés, d'autres tests qui sont en cours d'évaluation avec un petit triangle. Voilà, mais ça ne veut pas dire que
parce que ce test triangle, il ne peut plus être utilisé, non, il est en cours d'évaluation. L'agence du médicament, l'ANSM, est en train de les évaluer. Comme il y avait pas mal de tests à réévaluer, elle va le faire pendant le mois de janvier. Par contre, un test n'est plus présent sur la liste, ce test est éliminé. Vous n'avez plus le droit de le délivrer et de l'utiliser. Ça, c'est important, donc regardez régulièrement cette liste et faites attention de ne pas trop stocker si ce test est aujourd'hui non validé. Ensuite, il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que quand vous faites des tests antigéniques, hein, il faut poser systématiquement la question au patient de savoir s'il vient de Grande-Bretagne, s'il vient d'Afrique du Sud, peut-être demain du Brésil. Donc, vous devez poser cette question de façon systématique. Le patient a séjourné dans ce pays, il faut le réorienter vers un test PCR. Pas parce que le test antigénique n'est pas de qualité, mais parce que quand il va faire ce test PCR, ce qui a été recueilli pour faire le test va être également utilisé pour faire une recherche génomique. Vérifier si c'est le variant anglais ou le variant sud-africain qui est présent. Bon, ce n'est pas un problème de qualité du test antigénique, simplement ensuite, si on fait un test antigénique, on n'a pas le matériel pour faire une recherche génomique. Donc voilà, il faut systématiquement réglementer. De toute manière, dans quelques mois, je pense que comme dans beaucoup d'autres pays, le variant va prendre le dessus, bien évidemment. Et donc cette question se posera beaucoup moins. Mais elle se pose également par rapport aux tests antigéniques. Les tests antigéniques, vous savez qu'il y a deux types de protéines qui peuvent être la S et la protéine N. Comme la protéine S est mutante, et que là c'est mutant, et que si on recherche que le S, eh bien on n'est pas sûr d'avoir, on risque d'avoir un faux négatif. Et les tests ne font que la recherche sur la protéine S sont vraiment à déconseiller. À déconseiller aujourd'hui, toutes les personnes viennent de l'étranger parce que ne marcherait pas, mais certainement à déconseiller dans le futur, puisque si le variant anglais ou d'autres variants de la protéine S prennent le dessus, les tests ne seront plus fiables, seront certainement éliminés de la liste. Donc quand vous regardez la liste des tests que vous allez référencer, privilégiez les tests qui ont la protéine N comme recherche et comme référence. N et S, c'est bien. Si c'est N, c'est bien. Si c'est que S, Pas bien. ça peut poser des problèmes. Voilà. Pour les tests qui ne sont plus fiables aujourd'hui, comme le problème du Vivadiag, et là, il faut vous retourner chez votre fournisseur, voir avec lui comment vous arranger pour prendre ces tests, parce que il n'était pas conforme et donc, bien sûr, vous devez vous bagarrer pour pas que ça vous passe sur les bras. Un autre point qui est le contact tracing, ce sont les pharmaciens qui en font le plus, parmi toutes les professions libérales. Donc, c'est-à-dire de signaler une fois qu'on a un positif, bien d'aller sur le site de l'assurance maladie et d'enregistrer à la fois le patient zéro et à la fois les patients qui vivent sous le même foyer, voire les patients. Donc, c'est nous qui le faisons, 1500 par jour, enregistrés sur Contact Tracing, uniquement par les pharmaciens. Un autre point qui est important, encore deux autres sur le test antigénique. D'abord, vous avez des documents actualisés sur le site de l'USPO, notamment voilà, les documents à remettre aux patients, des stratégies à expliquer aux patients. Donc, vous avez sur le site de l'USPO régulièrement une mise à jour de tous les documents et d'affiches que vous pouvez utiliser pour expliquer aux patients ce qu'il en est. Et SILEP.
Bon, SI-DEP, ça marche. De temps en temps, il y a des petites interruptions. Cette semaine, on y a eu droit. Voilà, il y a eu une période où on n'a pas pu enregistrer. Bon, ça arrive, c'est quand ils font des mises à jour. Mais maintenant, SI-DEP marche très très bien. Plus on en a l'habitude, plus ça va vite, plus on peut enregistrer sans aucun problème. Et là, il y a quelque chose qui est nouveau sur SI-DEP, c'est que, bien évidemment, quand on fait ce travail de dépistage, que ce soit positif ou négatif, il faut avertir le médecin traitant. Donc là, maintenant, si vous enregistrez dans le SI-DEP, dans la fiche patient, vous mettez le numéro RPPS du médecin, eh bien, le médecin sera averti automatiquement qu'un test antigénique a été réalisé et il recevra le résultat du test, positif ou négatif. Donc, voilà, sans être obligé d'utiliser une messagerie sécurisée, un moyen autre pour communiquer au médecin le résultat du test, eh bien, par SI-DEP, ça se fait en automatique. Alors, mettre le numéro RPPS, pas, c'est pas évident, mais c'est pas non plus compliqué. Si vous êtes dans votre pharmacie, vous appelez la fiche du médecin, faites un copier-coller de votre logiciel sur SI-DEP, l'affaire est entendue. Si vous êtes à l'extérieur, et vous avez la possibilité de vous connecter sur le site où il y a le répertoire des médecins avec leur RPPS, et vous faites là aussi un copier-coller pour enrichir le numéro RPPS du médecin. Voilà, c'est très important. Que voilà, les médecins nous disent ah oui, mais les pharmaciens ils font des tests, mais ils ne nous disent jamais si le patient est positif ou négatif. Et bien là, vous avez la possibilité en un clic de pouvoir le faire. C'est une belle avancée que l'on demandait depuis un certain moment. Et on continue de travailler avec des équipes informatiques du SI-DEP pour pouvoir faciliter les avec la carte vitale, etc., pour éviter les nouveaux. Voilà, on y travaille, mais vous imaginez dans quelle situation il se retrouve avec le variant anglais, avec les autres professionnels de santé qui sont intégrés, avec l'évolution des tests, bien évidemment. Si vous détectez des choses qui ne vous conviennent pas, et si vous avez des propositions à faire pour améliorer l'ergonomie, etc., pareil, vous envoyez vos remarques à l'USPO et ne vous inquiétez pas, on remonte, même si on ne vous répond pas de suite. Vous savez, on est très réactif et on remonte les informations. Il y a des choses qui ne me plaisent pas sur le site Contact Tracing. On a signalé avec Pierre. Voilà. Alors, il y a eu des choses qui ont été améliorées, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Moi, quand j'entends des patients dire que j'ai été contacté par l'assurance maladie, ils m'ont recommandé de faire un test PCR alors que je suis en contact, c'est une anomalie. Les patients en contact aujourd'hui peuvent être dépistés en test antigénique. Et ce n'est pas que les PCR qui peuvent aujourd'hui suivre les patients en contact. Et je peux vous dire, samedi, j'en ai fait pas mal, et que les asymptomatiques positifs, on en détecte beaucoup. Les clusters familiaux avec des patients en contact, les tests antigéniques fonctionnent très très bien. Et au moins, on a le résultat de suite. On peut dire aux patients comment ils doivent se comporter. C'est la grosse différence entre nous et les biologistes. C'est pas la qualité des tests. Arrêtez de nous raconter des salades. Les tests, ils sont fiables. Que quand vous êtes devant un patient et que vous lui rendez le résultat, voilà, vous êtes en face à face. Et quand le patient est positif, eh bien, vous lui expliquez. C'est pas juste un SMS qui débarque 2 jours après. Ce qui fait la différence énorme entre un pharmacien d'officine qui s'investit, qui explique au patient qu'est-ce qu'il doit faire en lui délivrant les 30 masques, et en lui disant, ben, si la famille peut venir se faire dépister de suite, eh bien, faites-le. Et pour les familiaux, vous savez qu'on fait un test de suite, et un test à J+8, et bien là, on fait un travail redoutablement efficace. C'est comme ça qu'on arrive à
casser des chaînes de contamination, parce que quand vous détectez un positif, quand c'est un ado qui ensuite peut aller à l'école, eh bien, et contaminer d'autres familles, et c'est comme ça qu'on arrive à ralentir la propagation du virus. Et en donnant des réponses rapides et en étant capable d'expliquer à travers les mots d'un pharmacien, la compétence d'un pharmacien, sensibiliser sur ce que veut dire quand on est un patient positif ou quand on est un patient contact. C'est la force de notre réseau. Est-ce qu'on peut faire des tests salivaires? Non, parce que le prélèvement nasopharyngé est un prélèvement qui permet de récupérer le maximum de virus. Donc, du coup, le test antigénique est fiable parce qu'on fait ce type de prélèvement. Les tests salivaires aujourd'hui sont réservés à des patients pour qui le prélèvement nasopharyngé est compliqué ou difficile, et le prélèvement salivaire sera ensuite utilisé avec un système PCR ou un autre système de lampe, mais plutôt avec amplificateur, puisque on prélève moins de virus dans la salive. Donc pour l'instant, on est sur des systèmes où la suite n'est pas accessible aux pharmaciens. On verra avec ce prélèvement qui est fait avec un système de lampe, voir si à un certain moment il peut être accessible aux pharmaciens avec un équipement spécial. Et pour l'instant, ce prélèvement salivaire est cantonné uniquement à des personnes qui ne peuvent pas avoir un prélèvement nasopharyngé. Je peux vous dire que pour en faire avec, avec mes équipes, vraiment un geste banal, quoi. Alors il faut bien le faire, hein. Il faut bien le faire, parce que si vous le faites mal, eh bien, le test ne sera pas efficace. D'ailleurs, ça vaut pour les laboratoires, hein. Les laboratoires qui nous donnent les leçons, quand on voit parfois certains prélèvements, on se dit que ben, le test il va pas bien marcher, hein. Donc il faut bien le faire. Mais maintenant, on a des patients, nous, la troisième fois qu'on me le fait. Ou vous ne m'avez pas fait mal, vous, c'est bien. Vous êtes plus pas. Ça y est, c'est devenu quelque chose de banal. Puis, les patients, bon, bien sûr, c'est pas agréable, hein, mais dire que maintenant la population sait ce que c'est, l'a fait ou pour des tests antigéniques avec des pharmaciens ou pour des tests PCR en labo, et que maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est complètement adopté par la population. Moi, je suis un peu surpris parce que, vous savez, quand vous avez une gamine de 10 ans ou un gamin de 10 ans ou de 8 ans, bah, vous savez que c'est pas facile. Eh bien, on arrive à faire ces prélèvements sans trop de difficultés auprès de ces jeunes enfants. Et très inquiet parce que je vois les collèges et les lycées aujourd'hui être des endroits où le virus circule énormément après les fêtes. Il y a de quoi être inquiet. J'ai des remontées de bugs. On peut toujours pas transformer en tracing un patient contact en patient positif. Est-ce que c'est un bug de la CPAM? Et après, l'autre bug, c'est pourquoi le numéro de sécu et le RPPS du médecin traitant des patients ayant déjà eu un test n'est pas conservé une fois sur l'autre, comme d'autres informations comme l'adresse, téléphone, mail, etc. Et voilà, ça c'est une bonne remarque. Alors sur l'histoire de garder le numéro RPPS, ça c'est une remarque dont c'est dans le TIDEP, c'est pas gardé, c'est ça, hein. Donc ça on va le faire parce que peut-être c'est nouveau, donc peut-être qu'ils ne le gardent pas. Donc ça on va faire la remarque immédiatement. Bravo, on l'avait pas vu. Pour sur le site Amélie. Alors hier j'en ai fait et j'ai modifié un patient contact en patient zéro. Alors je me rappelle plus comment j'ai fait, j'y suis arrivé. Donc, je crois que il y a un pavé quand il vous le signale, qui est à gauche, et après il y a un pavé à droite. Est-ce que vous voulez modifier? Et si vous cliquez oui, il vous dit oui, si vous êtes le médecin, etc. En gros, vous avez le droit.
Mais si vous êtes aussi celui qui signale, vous avez aussi le droit. Et à ce moment-là, vous enrichissez, eh bien, la date à laquelle la personne avait des symptômes, le résultat du test antigénique et la date à laquelle vous avez réalisé le test. Et donc, ça modifie et ça fait partie du contact tracing et ça relance la machine à recontacter la personne. Donc, c'est possible. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, si toutes les situations sont prises en compte, mais en tout cas, ça a évolué et le pharmacien est autorisé à re-renseigner et à modifier la situation d'un patient qui a déjà été signalé. En tout cas, celui-là, il était patient contact. Le patient zéro, je ne suis pas sûr que ça passe. Pierre? Non, mais ça déjà c'est nouveau parce Oui. un patient qui est positif, qui était contact et qu'on déclare comme positif, avant on ne pouvait pas le faire. Donc ça c'est tout récent et c'est bien parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on leur réclame ça. Hein. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voyez des situations avec. Avant, on ne pouvait pas renseigner, par exemple, sur un patient contact, on avait fait un test antigénique positif. C'est pas possible. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, il faut nous signaler tout ça au fur et à mesure et on fait améliorer les situations. Dans le cas d'un cas positif, la facturation en PMR est uniquement sur le cas 0, ou doit-on faire autant de PMR que de cas contacts déclarés? Non, non, non. Oui. Non, non. Quand on a un patient zéro, on va signaler ce patient zéro et ensuite on va signaler tous les patients qui vivent euh, dans le même foyer. Et donc, bien évidemment, chaque fois que l'on déclare un patient contact, on ne va pas chaque fois facturer. C'est pour la famille. Et on peut même déclarer au-delà du cercle familial si le patient vous dit qu'il peut aujourd'hui voilà, déclarer quelqu'un avec qui il travaille, etc. Après, ça va être l'entreprise qui va s'occuper de la suite. Mais une fois que vous avez fait dépister un positif, vous faites le contact tracing, c'est un pour la famille, c'est pas un par famille, hein. C'est le tracing familial qui est pris en compte avec une seule facturation. Franchement, ça va vite, hein, parce que vous tapez le numéro de sécu, paf, il vous sort l'ensemble des coordonnées du patient immédiatement. Vous remplissez juste le numéro de téléphone, éventuellement l'adresse mail, et ensuite, quand vous allez chercher les patients en contact, il vous sort les ayants droit. Et vous cliquez si l'ayant droit vit sous le même foyer, dans le même foyer. Donc ça va être, mais c'est qu'une seule facture. Est-ce que vous pouvez redonner l'info sur l'âge pour les tests antigéniques? Parce que cette question, je l'ai eu au moins 10 fois. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y Voilà. a aucune limite d'âge. Simplement, quand on a affaire à un mineur, il faut qu'il soit accompagné par ses parents. Ou alors, il faut qu'il ait une autorisation de faire. Voilà. Après, quand vous êtes sur de tout petit, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais voilà, à vous de juger si l'enfant va accepter de faire ce test antigénique. Parfois, il est arrivé de ne pas y arriver. Hein, parce que quand le gamin se met à hurler et qu'il veut pas, il faut s'arrêter, et puis voilà. Quoi. Mais moi, je suis très surpris de voir que bon, on arrive à rassurer l'enfant avec le papa ou la maman à côté, voilà, et qu'on le fait en temps extrêmement doux. Et bien, on arrive à faire un prélèvement de qualité sans aucun problème. Pour la facturation. C'est pas si difficile. Pour la facturation de la boîte de test antigénique, on l'a fait à chaque ouverture de boîte, puis on facture pour chaque test réalisé post-ouverture le prélèvement, ou on devrait facturer juste la première boîte? Juste la première boîte. Juste la première boîte. En gros, c'est une boîte, parce qu'on voit bien que parfois, on peut rater un test, ça peut arriver, hein, que pas pile sur les 20 ou 25 tests des boîtes, ça peut arriver, un bouton qui se renverse, un test qui n'arrive pas à migrer, hein, ça arrive de temps en temps, ça peut arriver.
faire le test. Donc voilà, on a une boîte. Les autres professionnels de santé, eux, ils l'ont gratuitement. S'ils en utilisent que la moitié, pour eux, c'est pas un problème. Pour nous, apparemment, c'était un problème. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais bon, l'USPO a obtenu la première boîte. Voilà, vous pouvez la facturer. Et ensuite, vous facturez, bien sûr, chaque fois que vous faites un test, vous facturez le test, plus, bien sûr, l'acte de réalisation du test. Quelle est la rémunération du tracing? Comment le trace-t-on? Alors, le tracing, si mes souvenirs sont bons, c'est 30 euros. Comme les autres professionnels de santé, hein. Donc, il suffit vous allez sur le site Amédipro. Sur Amédipro, euh, vous avez SIDEP. Donc, vous pouvez vous connecter sur SIDEP. Vous avez votre ROSP, et vous avez Contact Tracing, juste au-dessus ou en dessous de SIDEP. Vous cliquez là et vous pouvez enregistrer immédiatement la facturation. Si mes souvenirs sont bons, le prescripteur, c'est le pharmacien. Vous mettez en PMR et vous facturez 30 euros. Il n'y a pas de TVA. Bien sûr, vous facturez sur le numéro sécu de l'assuré. Là, vous avez fait la facturation du test, la facturation des 30 masques que vous avez livrés et la facturation du chaque fois une facture. Juste rappeler que sur le site, il y a une fiche pratique sur le tracing. Sur les délais de dépistage pour les personnes d'un foyer dans lequel le patient est positif. Apparemment, l'assurance maladie a changé son discours et demanderait à faire un test 7 jours après que la personne contact ait terminé ses symptômes. C'est ce qui a écrit dans les fiches de l'assurance maladie maintenant, alors qu'avant c'était 7 jours après avoir été en contact avec la personne pour les cas contacts. Je ne sais pas répondre. Il faut qu'on repose la question et voir avec le ministère si la doctrine a changé. On mettra cette réponse sur la formation dans le site. Nous, on n'a pas eu l'info que ça a échangé en tout cas, mais c'est vrai que la personne m'a envoyé un mail de l'assurance maladie indiquant que c'était 7 jours après les symptômes de la personne. Je ne sais pas répondre. Moi, ce que je sais, c'est que sur ça, c'est sûr, quand on est passé en contact foyer, enfin, dans le même foyer, ça change pas. on fait J0, enfin J de suite, et à J plus 7. Donc, 2 tests antigéniques. Quand on est passé en contact en dehors du foyer, on fait un test antigénique à J plus 7. Voilà les règles sur lesquelles on est. On laisse le temps au virus d'être détectable, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, le reste, dans les EHPAD, ça change aussi. Hein. On n'arrête pas de mettre des doctrines. Ils font beaucoup de tests dans les EHPAD, hein, toutes les semaines, pour tout le personnel des EHPAD. Et après, les patients, quand il y a un cas qui est déclaré, et on voit que dans les EHPAD, ça repart. Hein, ça va très vite. Hein. Et après, sur la question spécifique, là, je ne sais pas répondre. Donc, par fort aux questions, et on vous répond dès qu'on a l'information du ministère. Hein. Compliqué, hein, entre des informations qui arrivent par la CNAM et des informations qui arrivent par le ministère. Le timing n'est pas toujours complètement calé et ça va très très vite. J'ai facturé une boîte de tests pour ma pharmacie, mais du coup, je n'ai pas facturé les 25 premiers prélèvements. Puis-je facturer maintenant ces tests non facturés? Il faut le faire, hein. Il faut le faire une fois, c'est tout. Voilà. Mais je pense que c'est les prélèvements du coup qu'elle a pas. C'est pas le test en soi, c'est le fait de prélever qu'elle n'a pas facturé. Normalement, ce que l'on fait, c'est qu'on facture à la fois le test lui-même, 7,49 €, plus c'est 26 €, hein, si mes souvenirs sont bons, l'acte de prélèvement et d'enregistrement sur SIDEP. Hein. Voilà, bien sûr. Hein. Donc ça, voilà, ça fait 2 lignes de facturation et ça part à l'assurance maladie avec le numéro. Donc si il manque les 26 €, eh bien,
il faut voir s'il peut rattraper cette facturation. Et ensuite, l'autre question qui peut être sous-jacente, c'est j'ai pas facturé la première boîte, est-ce que j'ai le droit de le faire même si j'ai démarré? Oui, vous facturez votre boîte sur le numéro de votre pharmacie, comme si c'était le numéro d'un infirmier, un finesse d'infirmier ou un finesse de médecin, et vous avez le droit de le faire qu'une fois. Ouais, j'ai encore pas mal de questions sur les boîtes de test à facturer, la première boîte de test. Alors, je le refais. Si vous n'avez pas facturé votre première boîte de test, vous pouvez le faire en mettant votre code pharmacien. Et vous mettez le nombre de tests, parfois des boîtes sont à 20, parfois des boîtes sont à 25, il y a peut-être des boîtes à 15. Vous facturez la première boîte, voilà, et vous le faites qu'une seule fois. Vous pouvez le faire maintenant. Ensuite, pour la facturation pour un patient, vous avez deux lignes de facturation. La facturation de un test, donc 7,49 €, et la facturation de 26 € qui correspond à la réalisation de l'acte et ça part en FSE, l'assurance maladie.